Bonsoir à tous pour cette 17e séance du séminaire interdisciplinaire Penser la pandémie Bourgogne-Franche-Comté. Nous recevons ce soir Alexandra Laurent, professeure de psychologie, laboratoire CIDREPRI de l'Université de Bourgogne, et Jean-Pierre Queneau, chef du service de réanimation CHU Dijon-Bourgogne. Ils vont nous présenter leurs recherches conjointes sur l'impact de la crise de la Covid-19 sur les professionnels de réanimation, ses perspectives éthiques et psychologiques. Je vous donne la parole, Jean-Pierre, Alexandra. Tour à tour, je crois, c'est Jean-Pierre qui commence. Ok, merci beaucoup en tout cas de votre invitation. Ça fait toujours plaisir de parler d'un sujet qui nous a pris énormément et Alexandra en parlera sur le plan psychologique et moi prends un peu plus sur le plan éthique. Alors sur le plan éthique parce que je suis également co-directeur de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté avec Dr Sandra Frasch, qui est pédiatre et qui s'occupe de l'équipe mobile de soins palliatifs. Et puis, je travaille également dans une unité de recherche, centre d'investigation clinique qui est dirigée par le professeur Christine Binquet et pour lequel on a un axe qui est l'axe PAST, Patient, Santé, Société, Territoire, où on a une thématique éthique de manière un petit peu générale. Alors, beaucoup effectivement sur la partie réanimation parce que c'est mon sujet, mais de manière un petit peu plus générale, comme on peut en parler aujourd'hui sur la partie de la maladie Covid-19. Et puis, je mettais en face, sur la première page, l'éthique médicale à l'épreuve de la Covid-19. C'est pour faire un petit peu de pub parce que on a beaucoup travaillé sur cet ouvrage qui a été coordonné par Jean-Philippe Thiron, que vous connaissez, qui est philosophe à l'Université de Bourgogne. Il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit, notamment du conseil d'orientation, et puis préfacé par le professeur Thierry Martin, que vous connaissez, qui est philosophe, qui est président du corps. Donc, c'était publié au mois de septembre et ça relate finalement tout ce qu'on a vécu en 2020, donc de mars jusqu'à juin, juillet, jusqu'à la publication au mois de septembre. Et l'idée, c'est de poursuivre sur… alors, ça passe pas. Je ne peux pas avancer les trucs. Ah, c'est bizarre, ça passe pas par contre. Ah, c'est passé. Voilà. Et l'idée, c'est de dire, et maintenant, maintenant, on y est. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a appris depuis un an? Et puis, on verra ensuite qu'est-ce qu'on peut en déduire. Alors, simplement comme image, parce que c'est ce qu'on a ressorti, mais bon, vous avez dû voir diffuser, c'est que cette pandémie, d'une part, on en a vécu de nombreuses, y compris au 19e siècle et au 20e siècle. Là, c'était en 1918, c'était pour la grippe espagnole, où il y a eu beaucoup de morts, puisque c'était plus de 50 millions de décès. Donc, on en est très, très loin, bien évidemment, actuellement, puis heureusement, avec beaucoup de gens qui ont été contaminés et beaucoup de gens qui ont des séquelles. Donc, on retrouve les principaux éléments qui ont en 2020 été vus soit à la télévision, bien évidemment, puis au quotidien, avec les masques, avec les fermetures des différents établissements qui accueillent du public, avec des pièces où on accueillait beaucoup, beaucoup de monde. On l'a un peu moins vu en France, mais c'est des choses qui ont été construites très rapidement en Chine, en Allemagne. Et même si nous, on avait eu à un moment donné pensé à occuper des gymnases, ça ne s'est pas fait. Bon, c'est des choses en tout cas qui sont tout à fait possibles. Alors, on y verrait probablement beaucoup plus de matériel et de monde, mais de regrouper des cas, c'était effectivement ce qui a été proposé. Ce qu'on a fait dans les établissements, d'ailleurs, c'était de regrouper des cas dans les services, d'avoir des services qui s'appelaient des services Covid et des services non Covid, en sachant que la réanimation, on avait aussi des réanimations Covid et non Covid, sauf au plus haut de la crise, on a eu quasiment toutes les réanimations qui étaient occupées. Voilà, donc finalement, c'est une situation qu'on a déjà vécue et qu'on revivra certainement, peut-être dans les années qui viennent. Alors, dans cet ouvrage, on avait écrit aussi un chapitre concernant les réanimateurs au cours de la pandémie, et c'est pour ça que j'interviens là. L'habit éthique ne fait pas le moine, parce qu'on a parlé beaucoup d'éthique. Alors, l'éthique, tout le monde en parle sans savoir forcément ce qu'il en retourne. C'est aussi un mot qui est beaucoup utilisé, y compris sur le plan politique. Et on a vu pendant cette pandémie trois choses, c'est-à-dire le champ de la santé qui s'initiait au niveau de la société, donc la société qui avait un droit de regard sur ce qui se passait en termes de santé, ce qui était normal, puisque c'était eux qui étaient aussi en première ligne. Il y a aussi la politique qui s'en est mêlée, et puis on pourra en échanger, discuter effectivement sur le fait que la politique s'initie autant, alors c'est peut-être le rôle sur le plan sociétal,
mais c'est vrai que ça a pu avoir des conséquences importantes. Et puis, il y a eu un autre intervenant qu'on entend moins ou qu'on a moins entendu, en tout cas quand il n'y a pas cette pression sur le plan sanitaire, comme on a pu le vivre, ce sont les médias. Les médias qui ont été omniprésents, là, on peut les écouter, on peut ne pas les écouter, on peut ne pas les regarder, certes, mais c'est toujours difficile de faire sans, parce qu'il y a aussi des experts qui peuvent intervenir et pour lesquels on peut avoir des informations, que ce soit sur l'épidémiologie du virus, les traitements éventuels et puis bien évidemment maintenant la partie vaccination. Et puis finalement, pour reprendre un proverbe chinois, si vous voulez savoir la vérité, écoutez les fous. Alors on peut faire partie des fous. Alors j'en fais peut-être partie en réanimation, où finalement notre métier est à la fois complexe et compliqué. Et il a été surtout compliqué dans la situation qu'on a vécue. Pas forcément complexe parce qu'on a l'habitude des situations difficiles, mais compliqué parce qu'il y a eu à gérer beaucoup d'arrivées de patients en réanimation, des patients pour lesquels il y a eu des choix à faire. Et puis les trois problématiques éthiques qu'on a soulevées, mais il y en a d'autres, mais je voulais faire un focus sur ces trois points-là qui me semblent très, très importants. Et puis, vous avez entendu parler effectivement des circonstances dans lesquelles les patients étaient accueillis, notamment à Mulhouse, puis à Strasbourg, en tout cas dans le Grand Est au mois de mars l'an passé. C'était le manque de lits de réanimation. Donc, c'est là où on a appris qu'effectivement, on avait un nombre de lits de réanimation qui était contraint, environ 5000 lits, qu'on a eu des réanimations éphémères qui se sont construites jusqu'à 10 000 lits à peu près, et puis que finalement, on manquait de ressources humaines. Donc, c'est là qu'on a appris également, en tout cas que la société a appris qu'il fallait du temps pour former une infirmière de réanimation, que sur le marché, on n'avait pas forcément des gens qui étaient formés, que le privé accompagnait un petit peu moins les réanimateurs et les réanimations, puisque c'est essentiellement développé dans le secteur public. Et puis la problématique éthique qu'il y a eu à ce moment-là, c'était comment on priorisait des séjours en réanimation, sur quel argument, sur quels critères. Alors, vous avez entendu cette notion de tri, qui est un très mauvais terme, mais qui est un terme anglo-saxon, en sachant que la priorisation, c'est un terme français pour lequel ça a été repris d'ailleurs aux États-Unis, et les premiers textes sont parus suite à la priorisation des admissions en réanimation, notamment dans le Grand Est, et il y a eu pas mal de papiers dans les grandes revues anglo-saxonnes où on parlait de Mulhouse, de ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis, par exemple, en termes de priorisation. Et puis, on a eu aussi des transferts de patients. Donc, vous avez vécu aussi ou vu cette situation-là où on transférait les patients dans d'autres régions moins impactées. Alors, il y a eu beaucoup de deals. Moi, je l'ai vécu au quotidien puisque j'intervenais, moi, dans une cellule de crise. Donc, comme je fais encore actuellement, c'était 7 jours sur 7 pendant plusieurs mois. Là, on intervient 5 jours sur 7. Encore aujourd'hui, c'est tous les jours entre midi et 13 heures. Savoir effectivement s'il fallait ou non transférer les patients et sur quels critères on transférait les patients. Donc, il y a eu la priorisation qui était les critères d'admission en réanimation. Donc, on a vu se développer des algorithmes en fonction de l'âge, des comorbidités. On a même freiné au sein de l'espace de réflexion éthique un texte qui était paru au niveau national, c'était sur le nombre de lignes de médicaments sur une ordonnance. Donc, c'est un document qui avait diffusé, qui avait été réalisé par des médecins pour dire finalement, en fonction du nombre de lignes qui est sur une ordonnance, il faut ou non admettre en réadmission. Donc, on a eu énormément de choses qui sont parues, d'algorithmes tout aussi compliqués les uns que les autres, pour dire peut-être qu'effectivement, on va prioriser les patients qui sont susceptibles de venir en réanimation pour leur garantir ou pour garantir au plus grand nombre une meilleure qualité de vie ou en tout cas leur assurer qu'ils auront une survie la meilleure possible. Donc, en faisant une sélection des malades qui pouvaient être admis en réanimation. Alors, vous doutez bien qu'il va y avoir des conséquences. Il y a déjà des conséquences sur le plan juridique parce que ce sont des choix finalement qui ont été éclairés par des algorithmes qu'on ne faisait pas forcément avant, mais on pourra échanger également sur le sujet, et pour lesquels il y a probablement eu une perte de chance. Alors, perte de chance pour les patients Covid qui n'ont pas pu trouver leur place à l'hôpital, et je pense aux gens des EHPAD, mais également en réanimation. Et puis, perte de chance parce que finalement, on a mobilisé énormément les personnels de bloc opératoire, médecins anesthésistes, IBOD, IAD, donc tous les infirmiers un petit peu spécialisés qui gravitent dans les blocs opératoires, et on les a réquisitionnés pour s'occuper des malades de réanimation, notamment quand on augmentait les capacités en lit de réanimation.
donc ce qui entraînait également des pertes de chance, notamment pour les patients qui avaient un cancer qui évoluait. Et on a vu ensuite, quand ça s'est un petit peu calmé, des patients qui étaient au-delà de toute ressource thérapeutique. Donc, il y a eu deux effets, la priorisation initiale, puis ensuite le fait que malheureusement, on n'a pas pu en prendre en charge des patients qui étaient habituellement pris en charge, notamment dans le cas d'une pathologie carcinologique ou cardiaque, et je pense notamment aux patients qui attendaient des pontages ortho-coronariens. Bon, ça, c'est une grosse problématique pour laquelle on aura à rendre des comptes et pour laquelle nous, on ne souhaite pas, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a écrit, mais on va encore l'écrire, que les médecins soient responsables de cette priorisation, parce que finalement, la priorisation est simplement le fait que l'institution, ou en tout cas le gouvernement depuis très très longtemps, a contraint les lits de réanimation. Donc, il y a un certain nombre de lits de réanimation qui sont dédiés en fonction de la population, avec une iniquité ou des inégalités au niveau territorial, comme vous pouvez vous en douter. Ce qui fait que finalement, on a un petit peu la crainte, en tout cas peur que ça nous tombe dessus alors qu'on n'est pas responsable de cette contrainte qu'on nous a mise sur les lits de réanimation. La deuxième chose qui était aussi très prégnante et pour laquelle on s'est opposé, moi le premier au niveau de la direction du CHU de Dijon, c'était la fermeture des hôpitaux au public, mais également la fermeture des services de réanimation aux proches, donc aux proches de patients qui étaient hospitalisés en réanimation. Alors ça a plusieurs effets, bien évidemment, et puis Alexandra pourra bien en parler. D'une part, sur la prise en charge des patients, et l'accompagnement qu'on pouvait avoir, en tout cas que les proches pouvaient avoir par rapport à leurs patients hospitalisés. Et sur nous, on les implique énormément en réanimation dans le projet de soins pour connaître au mieux ce que le patient souhaitait concernant notamment des situations un petit peu complexes qui peuvent aboutir à des situations de fin de vie. Et le fait de ne pas ou peu impliquer les patients dans les projets, même par téléphone, fait qu'effectivement, on a peut-être pu avoir des séjours en réanimation, soit raccourcis, soit rallongés, et peut-être avec soit de l'obstination déraisonnable, parce que finalement, on n'avait pas les tenants et les aboutissants de ce qu'aurait voulu le patient, parce que c'était difficile d'en parler avec les proches. Et donc, quid du choix, de la décision, des décisions qui ont été prises, notamment en termes de limitation et d'arrêt de traitement. Donc, le fait que les proches n'aient pas pu venir dans les services de réanimation à l'hôpital, c'était très ennuyeux, très embêtant en termes d'accompagnement, et puis de ne pas pouvoir accompagner les patients ou les patientes qui allaient décéder. Ça, c'est un vrai drame pour lequel on va en mesurer les conséquences, bien évidemment, pendant encore des années, et pour lequel ce sont des leviers pour lesquels on souhaite qu'il faut surtout pas que ça recommence et que ça arrive de nouveau. Et puis, il y a eu une thématique, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion d'opportunité, voire d'opportunisme concernant la recherche. Le fait que le président de la République annonce un état de guerre ou une situation un petit peu de guerre a fait que des médecins, des cliniciens-chercheurs, des chercheurs tout court, ont voulu innover sans forcément tous les préalables à la recherche, comme on fait habituellement avec un rationnel pour établir la véracité éventuellement d'un médicament ou dans le cadre d'un projet de recherche. Et donc, il y a eu beaucoup de traitements et d'évaluations qui ont été faites un petit peu hors des clous. Et on a été les premiers. Alors, il y avait l'affaire de Marseille pour lequel on a dénoncé ça au niveau du comité de protection des personnes. Donc, moi, dont je suis président là au niveau de la région Est. Et puis, tous les médecins qui ont essayé différentes thérapeutiques. Alors, ça va de la vitamine C. On en a beaucoup vu, vitamine C, vitamine D, tous les anti-inflammatoires qu'on peut avoir, non stéroïdiens, stéroïdiens, en passant par tous les traitements pour lutter contre l'inflammation. Et vous avez certainement entendu parler de tocilizumab ou ces médicaments qui étaient détournés, en tout cas, de leur utilisation habituelle. Et c'était d'autant plus gênant que moi, j'ai organisé une cellule spécifique pour la partie recherche parce qu'on entendait et puis on voyait dans les services des patients qui étaient soignés avec des molécules pour lesquelles ça n'avait jamais été évalué, testé, et c'était un détournement de l'utilisation de la molécule. Et on a entendu à plusieurs reprises le fait de dire que finalement, on est en période de guerre, et en période de guerre, on fait un peu ce qu'on veut. Donc ça, c'est assez dramatique d'entendre ça. Donc, j'avais fait une réunion spécifique au niveau du CHU pour redire un petit peu ce qui s'était passé lors du procès de Nuremberg et l'après Nuremberg avec bien évidemment les pendaisons et autres conseils disciplinaires qui a eu lieu. Donc, on voit bien que dans ces périodes un petit peu difficiles, l'être humain a des capacités, en tout cas,
à faire des choses qui sont contraires à la nature humaine. Et ça, on l'a vu dans les établissements de santé. Et puis, on voit encore actuellement les difficultés qu'on a avancées en termes de recherche et puis surtout de confiance que peut avoir la société envers les chercheurs, parce qu'on a vu beaucoup de choses pour lesquelles, et je le mets, une gloire pseudo-scientifique et autoproclamée. Ça, je pense effectivement à notre collègue marseillais, et avec la vision éthique que certains ont, l'utilitarisme individuel pour la collectivité, c'est-à-dire utiliser l'individu à des fins de recherche pour ensuite que la collectivité puisse en bénéficier. Or, tout ça sans cadre de recherche parce qu'il fallait aller très, très vite. Et puis, la priorité, c'était de sauver des vies et pas forcément de faire des protocoles et les accompagner comme il fallait. Voilà, donc, c'est 3 points en tout cas qu'on a soulevés et pour lesquels on pourra bien évidemment discuter. Et puis maintenant, finalement, qu'est-ce qu'on va tirer comme leçon? Donc, allons-nous apprendre de nos erreurs? Ça, ce sont des choses pour lesquelles on interpelle régulièrement les pouvoirs publics, l'institution, moi au sein de la CNRA, la Commission nationale d'espace de réflexion éthique, le conseil scientifique, en leur disant maintenant, il faut qu'on écrive des choses, donc il y aura du retour d'expérience, il faudra rapporter un tas de choses et puis pour voir effectivement comment on peut avancer. Donc, c'est ce qui avait été fait notamment pendant la pandémie 2009, donc du virus H1N1, où il y a eu des rapports. D'ailleurs, quand on relit les rapports, on avait déjà tout écrit à l'époque concernant la pandémie et la crise sanitaire que ça pouvait entraîner. Donc ça, bien évidemment, il faudra réfléchir sur la manière dont on a fait, puis est-ce qu'on sera en capacité de rebondir et puis de voir les choses un peu différemment. On parlait du masque avec le port du masque rendu obligatoire, notamment dans les lieux publics. C'est des choses pour lesquelles il faudra bien évidemment que la société s'exprime. La question très difficile, on a eu une conférence récemment avec la CRSA qui s'occupe de toute la partie privée du monde de la santé sur la vaccination obligatoire pour les soignants. Alors, pas que pour les soignants d'ailleurs, hein, puisque toute la société peut être amenée à se faire vacciner, avec une réticence pour laquelle on pourra aussi échanger. Voilà, probablement un problème de confiance entre la liberté qu'on se doit ou que l'on a sur le plan individuel versus la protection collective. Bon, on est dans un monde pour lequel on a la collectivité qui est très, très importante et le collectif est très important. Donc, quid de cette liberté individuelle? Et quand on interroge les soignants, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre leur réticence. Et on est entre 35 et 40% actuellement au niveau du CHU de Dijon et au niveau national, c'est à peu près pareil. Et on a peur quand même que ça n'aille pas plus loin. Et on s'est fait remonter un peu les bretelles par le ministre de la Santé il y a quelques jours en nous menaçant de nous retirer les vaccins au niveau du domaine de l'institution, au niveau des établissements de santé publics pour les transférer dans le privé. Donc, on voit bien que c'est très, très compliqué pour lequel on n'a pas malheureusement de réponse, si ce n'est effectivement à rendre obligatoire la vaccination, mais pour lequel je pense que ça va être, ou ça rendrait la tâche très compliquée alors que le président avait annoncé qu'il ne le ferait pas. Après, d'un point de vue réanimation, nous on se bat depuis très longtemps. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la réanimation pour en réserve sanitaire, parce que finalement, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de lits de réanimation, en tout cas moins ou beaucoup moins que beaucoup de pays européens. Et puis, on s'est aperçu que, notamment en période hivernale, quand les soignants sont malades, on est obligé de fermer des lits. On enferme l'été, on enferme maintenant à toute période de l'année, parce qu'on n'a pas suffisamment d'effectifs formés ou d'effectifs en capacité de suppléer quand on a des soignants qui sont en difficulté, qui sont malades ou qui s'arrêtent dans d'autres conditions, ou notamment lors d'une grossesse, ce qui n'est bien sûr pas une maladie, mais pour lequel il n'y a pas de remplacement qui est à réaliser, ce qui est toujours un petit peu aberrant quand on sait que les populations sont relativement jeunes dans le domaine du soin et notamment en réanimation. Donc, le quoi qu'il en coûte, on verra. C'est ce qu'on a exprimé en tout cas Olivier Véran quand il est venu sur Dijon, sur cette réserve sanitaire. Et c'est ce qui est fait d'ailleurs dans le cadre du champ du militaire avec des réserves sanitaires, alors qui n'interviennent pas forcément sur le terrain pour ceux qui sont dans la réserve, mais qui peuvent servir d'appui ou d'aide à certains moments. Donc là, c'est des choses qu'il faudra effectivement discuter, pour lesquelles nous, on essaiera d'être en tout cas en première ligne pour que cette réserve sanitaire, avoir une formation ad hoc pour des soignants qui soient susceptibles de venir en réanimation. Donc tout est à structurer et ce sont des choses qui seront à discuter bien évidemment dans les semaines et dans les mois à venir.
Et puis je dirais, et après, on verra l'après. On a vécu le pendant, on a vécu et maintenant. Et après, je pense qu'effectivement, on pourra organiser une prochaine session ou un prochain séminaire sur l'après, une fois qu'on sera un peu sorti de tout ça et on aura peut-être des éléments de réponse à tout ce que je vous ai proposé. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci, Jean-Pierre. On va donner la parole à Alexandra. Il faut qu'on fasse juste le changement des... Et voilà, on fera une discussion collective après la présentation d'Alexandra. Donc voici le PowerPoint. Alors oui, donc par rapport à ce que vous a énoncé Jean-Pierre, c'est vrai qu'on est sur une crise exceptionnelle, une pratique forcément de soins exceptionnels et des conséquences exceptionnelles. Et donc en tant que psychologue clinicienne, à la fois chercheuse en psychologie clinique et psychopathologie, et puis psychologue clinicienne en réanimation chirurgicale au CHU de Dijon, eh bien forcément, je ne pouvais pas passer à côté de réflexion et de compréhension sur ce que peuvent vivre aujourd'hui et hier, ce qu'ont pu vivre les soignants dans ce contexte-là en réanimation. Alors pourquoi en tant que psychologue, s'intéresser de manière plus particulière aux soignants de réanimation? Parce qu'on est vraiment dans un contexte extrêmement vulnérable pour différents points que je vais relater de manière assez brève pour qu'on puisse ensuite justement voir ce qui se passe au niveau de ces soignants et de ses répercussions. Tout d'abord, au niveau de cette insécurité qui a été complètement généralisée avec, comme l'a dit Jean-Pierre, une pénurie des équipements de protection individuelle, avec des soignants donc, qui au départ n'étaient pas sûrs d'avoir le bon équipement pour être protégés par rapport au virus, donc un risque de contamination important et un risque aussi forcément de contaminer aussi leurs proches. Donc pendant quand même plusieurs mois, ces soignants, ils ont vécu dans une perception constante du risque. Et ce qui en fait quelque chose de tout à fait particulier, c'est que ces dimensions très anxiogènes étaient à la fois au niveau professionnel, mais également au niveau personnel. Donc, toutes les sphères, aussi bien professionnelles et personnelles pour les soignants, étaient touchées. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun sas qui permettait aux professionnels de se ressourcer, de prendre de la distance. Et une impossibilité pour les soignants, en quelque sorte, de s'extraire en fait, de ce contexte de crise pour penser à autre chose. Et pendant plusieurs mois, à partir du mois de mars, ils ont tenu dans ce contexte-là. Ensuite, l'autre spécificité importante à prendre en compte, c'est la dimension de l'incertitude. Avec ce manque de connaissances sur la maladie par rapport à la prise en charge, le manque aussi de connaissances sur l'évolution, comme nous disait un médecin, c'était la roulette russe. Effectivement, ici, ça a bouleversé complètement la relation soignant, patient, famille. Ça a complexifié en tous les cas le positionnement des équipes, voire du chef de service, des médecins, vis-à-vis des patients, des familles. Souvent, en médecine, on peut quand même se dire qu'il y a un besoin d'une certaine certitude dans la pratique. Ça repose sur un savoir et c'est ce qui différencie aussi le soignant et le malade. On a d'un côté, en quelque sorte, le détenteur d'un savoir et puis sur justement la maladie qu'a le patient. Eh bien, cette crise a eu la particularité de remanier les positionnements de chacun. Avec une connaissance tout d'un coup symétrique entre famille, patient, soignant. Il y a une vulnérabilité croisée ici, personne ne sait, ni médecin, ni les soignants, ni les patients, ni les familles. Et cette incertitude, elle a été obligée, dans ce cadre-là, de faire appel à autre chose que ces certitudes médicales. Elle a été obligée à passer par des capacités relationnelles et donc de réassurance, d'échange au sein des équipes, avec les familles,
avec les patients. On voit bien aussi cette incertitude au niveau des protocoles qui étaient sans arrêt modifiés, et à quel point cette dimension de négociation, d'accompagnement des équipes était extrêmement importante, parce qu'elles étaient plongées dans l'incertitude quotidiennement. Alors, l'autre point important est également la mise à l'écart. Considérés à risque par le service, par l'hôpital, eh bien, ont été en quelque sorte exclus des services. C'est quelque chose qui, pour beaucoup, ont été extrêmement mal vécu, parce qu'ils ont eu l'impression de ne pas faire partie de l'équipe et d'être mis de côté, d'être voire même stigmatisés. Et cette stigmatisation, elle a été d'autant plus vécue fortement par rapport surmédiatisation de la pandémie, cette information en continu, eh bien, les soignants se sont retrouvés également stigmatisés de par leur fonction de soins. Alors, on a beaucoup parlé des applaudissements, mais aussi, on peut parler, comme ce médecin qui nous disait dans les entretiens, mes voisins parfois ne prennent pas l'ascenseur avec moi, ils préfèrent tourner le dos quand l'ascenseur s'arrête. Donc, on voit bien des soignants qui ont aussi vécu des éléments de mise à l'écart qui ont pu jouer sur leur positionnement dans le cadre des soins et leur bien-être. L'autre point très important qui en fait une crise tout à fait spécifique et une coloration du stress tout à fait spécifique, c'est cette médecine de guerre, avec un afflux passif de patients, une politique de tri, une restriction drastique des visites des proches et un contexte de décès extrêmement dur. Pour vous en donner l'illustration, il y a un article qui est sorti de Laurence Tessier sur la mort en FaceTime, qui, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, c'est une anthropologue qui, justement, qui a fait un stage à la côte ouest des États-Unis et qui raconte la séparation des malades avec leur famille et la fin de vie des malades qui sont vécues par les familles par l'intermédiaire de FaceTime. Donc, on voit absolument, je rejoins Jean-Pierre par rapport à son analyse, c'est-à-dire qu'on se doit absolument de tirer une leçon de ces expériences, parce qu'on voit à quel point, de manière extrêmement rapide, comment les services de réanimation ont pu faire un bond en arrière par rapport à leur politique d'ouverture qui a été largement soutenue par les sociétés de réanimation, ouverture aux familles, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et avec cette crise, comment tout ça est venu complètement se modifier, où tout d'un coup, eh bien, les familles deviennent non essentielles à la réanimation. Alors, donc par rapport à ça, effectivement, on s'est posé différentes questions concernant l'impact psychologique, et c'est la raison pour laquelle on a mis en place l'étude Psychovid avec Jean-Pierre Queneau et Christine Binquet, afin de mesurer et de mieux comprendre cet impact auprès des soignants de réanimation en France. Alors, il y a 77 services de réanimation qui ont participé. Ça regroupe 2643 soignants, médecins internes, cadres, infirmiers, aides-soignants, étudiants. Et on a trouvé ça intéressant, en tous les cas dans les premiers mois de la crise, de déterminer aussi des zones qui étaient plus ou moins impactées par la crise. Souvenez-vous, à l'époque, cette zone rouge, cette fameuse zone rouge et la fameuse zone verte. Et donc, en fonction de ces zones, donc en fonction de l'impact de la crise, eh bien, on a essayé de mesurer les facteurs de stress qui étaient vécus par les soignants. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est justement de voir que eh bien, les professionnels de réanimation en zone rouge ont particulièrement souffert
beaucoup plus que ceux qui étaient en zone verte, sur des dimensions très spécifiques en lien avec la charge émotionnelle, en lien avec la charge de travail et la gestion des ressources humaines, et puis aussi dans les soins qui sont sous des conditions sous-optimales. Par contre, ce qui est intéressant de voir et ce qui également nous permet de mieux réfléchir à l'accompagnement des professionnels, c'est que les facteurs de stress qui sont propres à la Covid-19, c'est-à-dire la peur de la transmission, la peur d'être contaminé ou d'infecter autrui, le manque d'information, de protection et de traitement, eh bien ça, c'est des facteurs de stress qui ont été intensément vécus par l'ensemble des professionnels et peu importe que ce soit en zone verte ou en zone rouge. Tout à l'heure, je vous parlais d'infodémie. Eh bien, vous voyez au niveau médiatique, comme ça peut avoir un impact et comme ça a eu un impact sur les soignants, peu importe qu'ils soient dans une zone impactée ou non, le stress d'être dans une zone impactée, mais le stress aussi de se dire qu'on va bientôt être impacté, eh bien, va influer autant pour les soignants qui sont dans toute la France. Donc, on a une contamination ici, une contamination du stress lié au Covid pendant ces premiers mois de la crise. Et ce qui est important de voir ici, c'est effectivement ces différentes dimensions que rassemble la crise. Ça rassemble l'impuissance pour les soignants, l'incertitude et la violence des événements. Et ça, eh bien, c'est la définition même de ce que l'on peut entendre par le traumatisme. Le traumatisme psychique, je vous rappelle, c'est un événement qui va être soudain, qui va être intense, qui va provoquer une charge émotionnelle importante, tellement importante qu'elle va dépasser les capacités du sujet, et en l'occurrence ici le professionnel, pour pouvoir y faire face. C'est important parce que le terme traumatisme, il est beaucoup utilisé dans le langage public et peut-être aujourd'hui qu'il ne révèle pas sa définition propre. Et c'est important quand on parle de traumatisme de se dire qu'on est au-delà d'une réaction de stress. La réaction de stress qui est plutôt éphémère et qui est plutôt en lien avec un événement anormal. Ici, le trauma, ça correspond vraiment à un impact psychopathologique qui bouleverse profondément le sujet et cela durablement. Et donc, c'est une personne qui va difficilement retrouver un équilibre psychologique. Donc, ceci étant dit, eh bien, lorsque l'on a mesuré les états les symptômes psychotraumatiques suite 3 mois après la crise, c'est-à-dire à partir de mars à 3 mois juin, on a mesuré donc les symptômes psychotraumatiques et on se rend compte que 20,6% des professionnels de réanimation en France manifestaient un syndrome psychotraumatique, avec l'un des symptômes les plus prépondérants était les reviviscences. Donc ici, c'est vrai qu'il y a encore, on remarque encore cette spécificité liée à la crise Covid, avec ces symptômes de reviviscence qui sont très importants, liés certainement aussi à cette surmédiatisation et le fait également que l'événement traumatique se trouve dans le lieu de travail du professionnel qui est confronté au quotidien. Ce qui est également intéressant à voir par rapport au graphique que je vous ai mis sur le diapo, c'est qu'on a une symptomatologie psychotraumatique qui est quand même conséquente, puisqu'on voit des populations, les infirmiers, les aides-soignants, les étudiants en médecine, et les cadres qui ont quand même plus de 30% d'état de stress post-traumatique. Mais ce qui est quand même à noter, c'est que ces intensités de stress post-traumatique peuvent être extrêmement élevées, puisque vous voyez sur l'échelle, on va jusqu'à des scores de 80 et on voit des professionnels qui arrivent à plus de 70. Donc c'est là où quand même on doit être alerté par ces scores qui sont extrêmement importants et qui montrent qu'il y a un risque de chronicisation importante pour ces soignants vis-à-vis de ces troubles psychotraumatiques.
pour un petit exemple, pour vous montrer un petit peu l'impact que ça peut avoir, un infirmier, lors des entretiens, qui disait ces mots-là: «J'évite de trop en parler et j'ai plus envie d'en parler». Si j'y pense par moment, quand il y a des choses qui, voilà, quand il y a des décès à mon travail, quand je vois le sac mortuaire, donc forcément, j'ai encore le souvenir. Ça me revient parce que quand, voilà, quand j'ai des petites piqûres de rappel, ou la chambre, c'était cette chambre-là, c'était avec ce sac-là. En fait, j'ai des piqûres de rappel, des objets qui me font penser au moment où j'ai vécu, au moment traumatisant que j'ai vécu. Ici, ce qui est important par rapport à ce soignant, ça montre tout d'abord cette perte de sens, ce non-sens face à la violence de l'événement. Ça, c'est le premier point. Et puis aussi, ce dont ont souffert de nombreux soignants, c'est ce risque d'identification. L'identification, elle est forte ici parce que, comme je vous l'ai dit tout au début, il y a une confusion entre le personnel et le professionnel. Et là, ça peut arriver à tout le monde. Donc, chaque soignant peut en quelque sorte s'identifier à la famille, s'identifier au patient qu'il prend en charge. Et c'est une symptomatologie aussi qui s'alimente dans et sur le lieu de travail. D'où ces reviviscences qui sont importantes, avec aussi cette atteinte de la fonction de soignant, hein, qui ont vécu pendant quand même plusieurs mois, un vécu d'impuissance par rapport aux soins qu'ils pouvaient faire et la prise en charge qui était mise en place auprès des patients. Donc une perte de sens qui est relativement préoccupante. Alors qu'est-ce qui est préoccupant aujourd'hui aussi? Ce qui est préoccupant, en fait, c'est cette addition de vécu. À la fois, on peut parler de stress aigu. Pendant ces fameuses pics, au niveau médiatique, on entend, voilà, et on est de nouveau sur un pic au niveau de la crise. Et on peut parler de stress aigu ici pour les soignants, comme ce qu'ils ont vécu au mois de mars. C'est soudain, c'est inattendu, c'est violent parce qu'il y a un afflux de patients, parce qu'il y a une gestion des patients qui va être complètement différente de ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est donc une proportion importante d'événements qui peuvent se transformer en événements traumatiques. Et puis en même temps, viennent s'ajouter par-dessus ça un stress chronique sur plusieurs mois qui se suivent, ce qu'ils sont en train de vivre actuellement, avec des prises en charge de patients atteints de la Covid qui est répétitif, avec des contraintes au niveau organisationnel, au niveau relationnel, qui, forcément, nous amène à faire des hypothèses par rapport à ce stress chronique concernant cet épuisement des professionnels. Et vous connaissez donc le terme de burn-out, hein, ce fameux risque de burn-out qui peut être extrêmement important. Alors forcément, qui dit souffrance des professionnels dit aussi stratégie quand même. On ne dresse pas un tableau noir de ce qui peut se passer chez les soignants en réanimation. Il y a aussi, les professionnels ne restent pas passifs, hein, ils vont mettre en place des stratégies. Alors l'étude que l'on a menée, on est d'ailleurs de nombreux chercheurs à travailler sur ces données-là, hein. Je vais prendre le temps aussi de les citer. Il y a Alicia Fournier qui travaille avec moi au laboratoire Psydrépi, psychologue de la santé, Florent Lheureux, au laboratoire de psychologie de Besançon, en psychologie sociale, Anne-Laure Poujol qui est psychologue en réanimation à la Pitié-Salpêtrière, Victoire Deltour qui a commencé sa thèse aussi sur ce sujet-là et qui est financée d'ailleurs par la Fondation de France. On a Fiona Escarnot, Nicolas Meunier, Mélanie Loiseau, Christine Baquet et puis Jean-Pierre Queneau que vous venez d'entendre. Et donc, on a travaillé aussi sur cette dimension de qu'est-ce que mettent en place les soignants face à ce stress que l'on a mis en avant, face à ces événements potentiellement traumatiques. Eh bien, on peut noter effectivement qu'il y a pendant la crise, il y a différentes ressources qu'ils ont mis en place, ne serait-ce que cette dimension de pensée positive. Alors, pensée positive, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que pendant la crise, il y a des éléments qui ont relativement bien marché pour les soignants. C'est ces processus cognitifs qui permettent de considérer l'événement en se concentrant sur des interprétations positives.
Alors, c'est important de le mettre en avant. Pourquoi c'est important de le mettre en avant? Parce que ça peut nous permettre de mieux penser les stratégies de politique de management, par exemple, dans le cadre de soutien aux professionnels, de la part des cadres, des chefs de service, qui peuvent être justement tournés du côté de ces stratégies concernant ces fameuses pensées positives où le soignant va être amené à changer la situation. Étant donné qu'il ne peut changer la situation, eh bien, il va être amené à modifier son interprétation, modifier sa représentation en se concentrant sur des éléments positifs. Et puis, chose également importante sur lesquelles on peut s'arrêter au niveau de nos travaux, on s'est interrogé sur eh bien, quels étaient les soutiens qui avaient été le plus bénéfiques pendant la crise. Vous avez certainement dû en entendre parler. Il y a eu beaucoup d'actions bénévoles qui ont été mises en place auprès des soignants. On a eu aussi les permanences téléphoniques. On a également interrogé les soignants concernant le soutien de l'entourage, le soutien hiérarchique, le soutien des collègues. Eh bien, on s'est rendu compte de manière tout à fait inattendue que ces permanences téléphoniques qui ont été mises en place de manière d'ailleurs extrêmement rapide et extrêmement intensive, eh bien qu'elles avaient très peu fonctionné. Et ça, l'ensemble des études internationales le montrent, que ces appels téléphoniques ont été peu utilisés au niveau de l'hôpital par les professionnels. Donc, il y a une absence de sollicitation de ces unités d'écoute. Et donc, ça serait intéressant aujourd'hui peut-être de venir réfléchir à une nouvelle offre concernant ces fameuses permanences téléphoniques. Ce qui a été le plus utilisé par les professionnels, le recours le plus important, eh bien, c'est le soutien des collègues et le soutien de l'entourage. Secondairement, ensuite, le soutien de la hiérarchie et ces fameuses actions bénévoles qui ont aussi été appréciées. Et puis également, ce qui a été aussi utilisé, c'est la possibilité d'avoir recours à des psychologues. Alors ça, je vais peut-être, pour finir, je vais quand même m'arrêter sur cette dimension-là, recours à des psychologues. Par rapport aux permanences téléphoniques, une infirmière nous disait, elle répond en fait à notre questionnement. Alors, on avait un petit mot dans la salle de pause pour dire qu'il y avait une cellule de soutien psychologique. Ça ne donnait pas envie, en tous les cas, d'appeler ce numéro de téléphone. Le fait qu'on ait vu personne, en fait, qui se soit présenté en face de nous, ça fait bizarre de se dire on appelle un numéro. Enfin, moi, je me dis, je vais autant appeler ma famille en sortant de mon poste ou ma collègue. Donc, cette dimension du psychologue, nous, on l'a beaucoup travaillé avec mes collègues chercheurs en psychologie. Et c'est vrai que ces dispositifs psychologiques en réanimation, on les trouve extrêmement importants. On les trouve capitales au regard de ce que vivent les professionnels au quotidien et cette clinique extrême auquel ils sont confrontés. Et donc, c'est important de pouvoir être présent au sein des réanimations pour les psychologues. Il y a différentes missions auxquelles ils peuvent s'attacher, hein. Une mission de sensibilité, de repérage, de favoriser l'émergence des demandes et soutenir les soignants justement par rapport aux familles et aux patients. Voilà, j'aimerais juste terminer sur cette diapositive-là. Quand on parle de soutien aux professionnels, il faut également parler de cette résilience institutionnelle. C'est travailler aussi collectivement sur les répercussions de l'événement. Aujourd'hui, en post-crise, au sein des services de réanimation, les services ont mis en place des groupes de travail. Je trouve ça extrêmement riche. Effectivement, ces groupes de travail qui ont été arrêtés pendant la crise sanitaire, aujourd'hui, il y a une espèce de nouveau souffle qui apparaît chez les soignants avec des groupes de travail autour de la fin de vie, autour de différentes pratiques qui sont importantes parce que ça contribue à reconstruire, à construire de nouveau l'identité des équipes. Il ne faut pas oublier qu'ici, il y a eu cette perte de sens, il y a eu ce vide qui a été mis de par la crise. Et de nouveau, c'est combler ces espaces autour de réflexion, de propositions, de nouveau rendre l'équipe visible et qui puisse être auteur de propositions pertinentes au niveau organisationnel, au niveau de pratiques humanisantes.
Voilà, c'est vraiment ces dimensions-là sur lesquelles il faut qu'on puisse travailler avec les soignants en réanimation au quotidien. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, voilà, on va supprimer le PowerPoint. Et comme d'habitude, ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez le faire soit en levant la petite main bleue dans l'onglet participants, soit sinon, si vous ne voulez, parce que donc, si on vous donne la parole, vous serez enregistré et ce sera disponible sur YouTube, sur la chaîne du séminaire. Vous pouvez aussi poser la question si vous ne souhaitez pas être enregistré dans le chat. Si vous n'arrivez pas à lever la petite main bleue, vous pouvez aussi dire dans le chat que vous voulez poser une question. Et on vous donnera la parole. Cette information. Pas encore de petites mains bleues. Alors, j'avais une première petite question. L'étude psychologique que vous avez faite, Alexandra, ça se faisait dans le service de Jean-Pierre, en même temps que la pandémie se déroulait? Comment concrètement est-ce que la recherche s'est mise en place? Jean-Pierre? La recherche, elle s'est mise en place au niveau national. C'est vrai que c'est toute la richesse de travailler en interdisciplinarité ici, avec Jean-Pierre, par exemple, dans le cadre de cette étude de Psy-Covid, parce que ça mobilise un ensemble de services de réanimation extrêmement importants au regard du réseau qu'a Jean-Pierre, au regard du réseau qui nous soutiennent au niveau, par exemple, de la société de réanimation, hein, la SRLF, ce qui nous permet de toucher un maximum de services de réanimation. Et cette étude a été menée au plus près de la crise, c'est-à-dire elle s'est mise en place extrêmement rapidement. Au mois de fin mars, début avril, on avait les premiers indicateurs auprès des soignants. Donc, chaque soignant ont reçu, qui ont souhaité, bien entendu, participer à l'étude, ont reçu un lien et ont pu répondre à des questionnaires, mais également faire savoir s'ils étaient d'accord pour pouvoir participer à un entretien. Ces modalités de recueil de données sur l'impact psychologique de la crise et puis la manière d'y faire face a été répétée à plusieurs temps de la crise, également au mois de juin, au mois de septembre. On a eu une dernière évaluation fin décembre et puis là, on en aura une prochainement à 1 an, début avril. Ce qui nous permet, c'est très riche, hein, la mise en place de cette étude, puisque ça nous permet d'avoir à la fois d'identifier ce que vivent les soignants par rapport aux situations de crise particulières en lien avec l'évolution, mais également ce que vivent les soignants au regard de cette dimension longitudinale en fait, hein, et comment au niveau psychologique les répercussions peuvent évoluer et puis les modalités d'adaptation peuvent également évoluer au niveau individuel et collectif. Et ça, c'est extrêmement riche. Merci. Je vois qu'il n'y a toujours pas de petite main bleue. Je prolonge ma question et peut-être je redonne aussi la parole en même temps à Jean-Pierre, parce qu'il y a un élément que Jean-Pierre a mentionné et je voudrais savoir si ça a émergé dans l'étude psychologique. L'élément, j'imagine, particulièrement stressant Jean-Pierre a dit que ce n'était pas le bon mot, mais de tri, c'est celui qui me vient. Donc cet élément qui a dû peut-être être aussi particulièrement pressant, étant dans la première vague en Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que vous avez donc été confronté à ces situations? Vous avez parlé des algorithmes, je n'ai pas bien compris si vous avez dû faire ce type de choix, si vous avez dû le faire à partir d'algorithmes, si vous avez pu avoir vous-même la main sur la décision et les critères de décision. Et je voudrais savoir si, dans l'étude psychologique, cet élément-là de leur vécu a fait partie d'un point de vigilance dans l'étude psychologique du vécu des personnels de réanimation face à la possibilité, à la réalité de ce tri des patients.
Ah, c'est une question effectivement très importante. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de médecins, mais Alexandra l'a dit concernant leur implication dans les questions, c'était beaucoup de soignants paramédicaux. Alors, c'est rigolo que vous en parliez parce que moi, je veux lancer une enquête de pratique concernant cette priorisation, la manière dont les gens l'ont vécu. Alors, il y a plusieurs types de recherches qui peuvent être faites sur des entretiens auprès de médecins qui ont eu certainement affaire à cette priorisation. Et on m'a dit que c'était, pour l'instant, le sujet était trop chaud. Donc, on voit bien que au niveau médical, c'est toujours compliqué à penser le fait qu'on a eu à faire des choix à un moment donné, ce qu'on a tous fait d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas assez de lits, et puis que les transferts interrégionaux étaient bloqués par l'Agence régionale de santé. Il faut quand même dire ce qui est. Quand je dis il faudra dire la vérité à un moment donné, il faudra quand même qu'on dise ce qui s'est passé. Bon, ce qui a valu la démission notamment d'un directeur d'ARS, c'est-à-dire qu'on était bloqué au niveau de la région Est sans pouvoir transférer les malades, et donc on devait faire face avec les moyens qu'on avait. Bon, ça, vous ne l'avez peut-être pas vécu, nous on l'a vécu de plein fouet. C'est comme ça qu'on a une grande tente avec des militaires qui se sont occupés des malades. Bon, c'est la première fois qu'ils prenaient en charge ce type de malade-là. Donc vous comprenez bien effectivement que ça a été assez compliqué avec des conséquences qui seront à regarder un tout petit peu plus tard. Donc les algorithmes décisionnels pour savoir si on prend ou pas un malade, l'idée c'est de se dire finalement, il faut être suffisamment équitable et puis qu'il n'y ait pas un jugement individuel qui intervienne. Donc finalement, on va se servir de critères d'âge, de comorbidité, de qualité de vie antérieure, de perspectives thérapeutiques, de savoir si le patient il avait une pathologie grave avec un projet ou non sur le plan thérapeutique. Et donc, certains établissements ont fait le choix de ces algorithmes-là pour pas qu'il y ait la subjectivité dans la prise de décision, et notamment peut-être avec le risque de se tromper. Donc, c'était plus facile, un peu comme les militaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément dans la réflexion, ils sont dans l'action, et donc ils doivent intervenir en situation d'urgence. Donc, en fait, c'est ce parti pris qui avait été fait pour une raison encore relativement simple. Ce sont les militaires qui ont commencé à écrire sur cette priorisation en disant il faut faire comme nous. Voilà, faut faire comme nous, il faut prioriser l'accès aux soins, comme nous, on peut prioriser par rapport à plusieurs personnes qui seraient blessées sur un champ de bataille, on va prioriser. Bon, bien évidemment, c'était très mal vécu, très mal pris, y compris par les gens qui s'intéressent un petit peu à ce champ-là dans le domaine de l'éthique, et notamment moi au niveau de la société de réa. Et on a écrit en pleine pandémie, ça devait être au mois de mars ou avril, des critères d'admission dont le jugement ne devait pas se faire sur des algorithmes, mais pour chaque situation, il fallait en discuter, échanger, et puis décider de manière collégiale, comme c'est prévu dans le texte de loi. Mais on sait très bien que ça a été fait comme ça, dans des situations un petit peu critiques. Et qu'encore une fois, moi je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on avait une situation dans le Grand Est où il y avait beaucoup de malades qui arrivaient. Et encore une fois, avec une interdiction de transférer les malades, ça c'était au début mars. Donc, vous voyez, la complexité de la chose, c'était très, très mal vécu. Et donc, le travail vous parlez, ou dont vous parlez, et je pense qu'Alexandra, c'est des choses qui seront à faire, c'est de voir un petit peu avec le recul, mais même un an après, les gens ont du mal à en parler. Il y a beaucoup de souffrance, en tout cas, sur le plan médical, parce qu'il y a eu des choix à faire, et puis il y a des conséquences juridiques actuellement, puisqu'il y a beaucoup de procès qui sont en cours concernant cette priorisation et le fait qu'il y a eu de la perte de chance, à la fois pour les malades qui devaient être pris en charge pour la maladie Covid, mais aussi tous ceux qui n'ont pas pu être notamment pris en charge sur le plan médical et chirurgical parce qu'on avait priorisé certaines activités. Donc c'est un sujet sur le plan psychologique qui est toujours très très difficile, et j'en parlais juste avant cette session avec mon collègue Jean-Philippe Rigaud, avec l'idée de voir comment on pouvait faire un travail de recherche, notamment sur une enquête de pratique et ou sous forme d'interview de médecins qui auraient vécu cette situation, encore une fois, pour qu'il y ait un retour d'expérience et pour que ça n'arrive plus. Merci. Est-ce qu'Alexandra voulait ajouter quelque chose sur cette question? Je donne la parole à Aliénor. Oui. Voilà, j'ai été attentive au diapo historique que vous avez passé sur la grippe espagnole, et je voudrais savoir si dans l'arsenal des idées de, disons, travail sur les techniques ou les méthodes pour surmonter le trauma, vous aviez songé aussi à la mémoire longue de l'histoire des soignants et la réinscription de ce qui arrivait là dans une mémoire. Voilà.
Ça, c'est plus Alexandra. Moi, j'ai la mémoire plutôt de ce qu'il faut faire sur le plan organisationnel et prise en charge. Après, ça, c'est plus Alexandra qui peut certainement répondre. Moi, ce que je vois simplement, c'est que les crises se succèdent à une échelle, effectivement, pour nous, qui paraît importante, 20, 30, 40, 50 ans. En 69, c'était la même pandémie, il y a eu autant de morts. Personne n'en a parlé, mais il y avait moins de communication autour de tout ça. Moi, c'est surtout comment on fait avec l'expérience vécue, comment on se retrousse les manches et puis on dit ça n'arrivera plus. Et quand on lit les rapports qui ont été publiés après la pandémie de 2009 et puis ce que disait Alexandra sur le manque de masques et son verre, et finalement 10 ans après, on avait déjà complètement oublié. Donc je me fais peu d'illusions, vraiment peu d'illusions, connaissant très bien le système de santé sur nos capacités à reproduire la même chose dans les mêmes circonstances si dans quelques années on a la pandémie. On va malheureusement tirer aucune expérience de ce qu'on a vécu. Alors peut-être qu'effectivement pendant quelques années, on aura un peu plus de masques, de dispositifs, mais il faut s'imaginer que là, c'est la crise sanitaire sur le virus. Ça peut être d'autres pathologies neurologiques, cardiaques, ça peut être le risque nucléaire. Il y aurait un risque nucléaire actuellement, on a zéro équipement, on n'a rien. Voilà. Donc, il faut simplement s'imaginer qu'on n'est pas prêt à faire face parce qu'on ne se donne pas les moyens, ou on ne veut pas se donner les moyens. Mais après, c'est politique de faire face à une quelconque crise. On n'a pas anticipé différents scénarios qui pourraient nous arriver. Et ça, ce n'est pas que ces dernières années. Ça fait très longtemps qu'on anticipe peu. Et le fait de réduire les effectifs dans les établissements de santé, mais y compris au niveau privé, le fait de réduire le nombre de lits de manière globale, publique et privée, alors que la population augmente, alors que la population vieillit en meilleure santé, bah, c'est une erreur. Je pense que c'est complètement une erreur sur le plan politique. Voilà, donc après, chacun s'exprimera au moment des élections sur ce qu'il aurait dû faire et comment le faire. Donc nous, on sera très attentifs en tout cas, mais comme on l'est déjà, pour revendiquer sur le fait qu'on ne veut pas que ça se reproduise. Merci. Est-ce que, Alexandra, je vous laisse libre d'intervenir Oui, non, mais c'est vrai que ça fait réfléchir cette question-là. En tous les cas, on voit bien par rapport à ce que dit Jean-Pierre qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément mis, et visiblement par rapport à son discours, si ça devait se reproduire, on n'a pas forcément les moyens, le matériel, les structures en lien en fait avec un discours ici, le discours relatif à la guerre, qui est extrêmement fort, alors que au niveau de la population, et en l'occurrence ici au niveau des soignants, on voit bien que les répercussions sont en lien avec ce que l'on peut observer en situation de guerre. Donc il y a une espèce de fossé ici entre ce qui est objectivement perçu et puis ce que subjectivement la population peut vivre. Et là où nos travaux l'ont mis en évidence, c'est qu'on voit bien cette dimension de ce vécu, cette perception de stress qui a été au mois de mars et au mois d'avril pratiquement équivalente aux quatre coins de la France. Merci. Je vais donner la parole ensuite à Dominique. Alors, j'ai ouvert le micro de Martine à la place. Pardon, j'ouvre d'abord Dominique qui avait levé la main d'abord. Martine, je vous redonnerai la... Dominique, ça doit être bon. Oui, oui, je suis totalement d'accord avec le fait qu'on n'apprend pas de l'histoire, même l'histoire récente ne sert à rien. Enfin, je veux dire qu'il y a tout un tas de gens qui disaient, qui avaient déjà réfléchi à ce qui devrait être fait, que ça ne serait pas pu se faire à l'avenir. C'est pessimiste de ce côté-là. Ma question était plutôt à Alexandra. Est-ce que dans votre étude, vous avez inclus des réas d'établissements privés qui ont été sollicités en deuxième ligne, enfin, c'est la deuxième ligne qui est rapidement au même niveau que la première, et qui n'étaient pas donc des CHU, qui sont des gens
en dehors du circuit habituel de réa en général, qui a mis en œuvre des anesthésistes réanimateurs. Moi, j'ai l'expérience de ma belle-fille qui est anesthésiste réanimateur dans une clinique privée chirurgicale, essentiellement de la banlieue parisienne. Et ce que j'ai pu ressentir dans son vécu, puisqu'elle m'appelait tous les jours pour que je lui fasse la vidéo, pour me raconter ce qu'elle vivait, ce qu'elle ne comprenait pas, etc. Que, en plus de ce qui se passait dans les réa, les CHU, etc., qui sont plutôt bien rodés à ce type de réa, il y avait l'inconfort professionnel, d'une part, et la pensée que, dès le début, qu'on mettait en danger les gens qui auraient dû être opérés et auxquels on substituait ces prioritaires, je dirais, de Covid. Donc ça, c'est une question. S'il y avait des établissements privés qui avaient été inclus dans notre étude, et si vous avez des résultats à ce sujet. Oui, alors il y a deux questions dans votre commentaire. Alors la première, effectivement, on avait des établissements privés, sauf qu'ils étaient en minorité. Et donc, en quelque sorte, on n'a pas, pour l'instant en tous les cas, on n'a pas exploité les résultats dans un sens de comparaison entre établissements privés et établissements publics. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on pourra le faire au regard d'une... Il y a trop peu de cas. N'aurait pas peu de valeur statistique. Après, à votre remarque concernant l'accueil des patients, je pense que Jean-Pierre pourra peut-être mieux vous répondre à ce niveau-là, parce que les réanimations, effectivement, les réanimations chirurgicales ont été beaucoup impactées par ce phénomène de ne pas pouvoir accueillir, de ne pas accueillir pleinement les patients les patients chirurgicaux, en fait. Tout à fait, oui. J'ai aussi l'écho de médecins généralistes qui s'occupaient d'EHPAD très impactés par la crise de 2012, etc., et qui ont vraiment eu un sentiment d'impuissance et l'idée qu'en fait, il n'y avait même pas de tri, personne n'était transféré, ça avait été une décision sans leur poser la question, sans en discuter avec eux, et qui l'ont très mal vécu. On voit bien ici, en tous les cas, moi, ce que j'ai pu observer au sein des services, on voit bien ici l'importance de la communication institutionnelle sur la politique de soins, la politique de prise en charge des patients, afin que chacun puisse être informé au fur et à mesure de ce pourquoi et de quelle manière on instaure les prises en charge. Et ça, c'est extrêmement important parce que très rapidement, les équipes peuvent il peut circuler aussi des informations pas forcément correctes autour de ça, et ça peut créer beaucoup d'angoisse au sein des équipes. Donc, il y a eu aussi ça qui a été très prégnant, étant donné que les informations se modifiaient pratiquement de jour après jour, voire même d'une matinée à une après-midi. Les protocoles, les prises en charge se modifiaient. Beaucoup de soignants ont été dans une dimension anxieuse et importante, et puis d'incertitude, d'impuissance qui les a mis à mal, tout à fait. De toute façon, ça continue. Les informations que donne l'ARS, la discussion, c'est-à-dire la non-discussion avec les gens qui s'occupent de la vaccination, etc., fait ressentir, continue à faire ressentir la même impuissance, le même manque de communication. C'est vrai que ce qu'on avait, quand Olivier Véran est venu pour le Ségur de la santé, lancer le Ségur à Dijon, je ne sais pas, vous aviez peut-être participé, vous êtes peut-être venu, les acteurs du secteur privé ont fait part effectivement de leur mécontentement parce que finalement, on s'est intéressé qu'aux hôpitaux. C'était assez dramatique. Les malades sont le plus souvent quand même en dehors de l'hôpital, et tant mieux.
Et ça a été heureusement. une aberration. Enfin, moi qui suis hospitalier, c'est incompréhensible. Ah oui, oui, Il y a oui. des incompréhensions, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Il y a des secteurs qui ont été abandonnés. Alors, les médecins traitants spécialistes, le sanitaire, le médico-social, tout ça, c'était abandonné. C'est des gens, effectivement, Ah oui, oui. ils ont été laissés pour compte. Et c'était même, nous, les premières cellules de crise qu'on faisait, hein, c'était on réquisitionne les masques du privé pour les attribuer au public. C'était une honte. Donc ça, il faudra quand même l'expliquer ensuite. Mais c'est la même chose pour la vaccination actuellement. Les discussions, les échanges qu'il peut y avoir, c'est comment on peut expliquer que le public doit prendre le pas sur le privé. Quid effectivement des gens du privé ou des gens de la société civile, quelle expression ils peuvent avoir. Les conseils de vie sociaux, nous on est beaucoup intervenus avec l'espace de réflexion éthique, ces incohérences concernant les EHPAD. On a encore des saisines, hein, puisqu'on a une saisine, on a régulièrement des saisines qui sont faites au niveau de l'espace de réflexion éthique. C'est compliqué. J'arrive pas à comprendre. Enfin, moi, je suis pour une démocratie participative. Je suis pour que les acteurs de terrain puissent s'exprimer, que les élus qui connaissent, parce qu'on a vu beaucoup d'élus venir nous voir. On a beaucoup discuté, échangé avec eux. L'élitisme qu'on a et qu'on paye depuis très très longtemps, on voit bien que c'est très compliqué. Les gens de terrain, les présidents de conseils régionaux, les maires, on a rencontré tous ces gens-là, puis ils trouvaient incompréhensible des décisions qui étaient prises dans un coin. On voulait faire la même chose pour tout le monde. Bon, le gouvernement est en train de comprendre qu'effectivement, on peut confiner localement, on peut confiner différemment. On est en 2020, quoi. C'est-à-dire les pandémies, il y en a eu énormément, pas forcément en France, mais dans tous les pays. Les gens ont cette expérience depuis longtemps en Asie de confiner par secteur, par quartier, et puis, il y a eu aussi le télétravail, enfin, il y a eu des choses. Donc, ça, il faudra regarder effectivement tout ça. Alors, on est critique, entre guillemets. Moi, ce que j'attends simplement, c'est qu'on écoute un petit peu les gens de terrain et puis les gens comme nous, effectivement, comme vous, qui voyons ça effectivement en tant que citoyens et qui faisons tourner un petit peu la société et pour lequel on puisse aussi avoir notre mot à dire. Dans les EHPAD, les gens sont décédés seuls, effectivement, sans qu'on les prenne en charge. Ils ont été incinérés. Les premières centaines de décès, les gens étaient incinérés directement. Même pas de choix. Sans même l'avis des familles. On les incinérait, alors que l'incinération, c'est quand même un choix qui est quand même très, très important. Oui. Le deuil est très important à faire quand on peut voir, parce que les gens, on a eu des retours, nous, de familles, où les gens se disent, on ne sait toujours pas qui on a enterré. Et c'est la réalité. On ne sait toujours pas qui on a enterré. Bon, je pense effectivement il n'y a pas trop de soucis scolaires, mais sur le plan psychologique, ça va être des souffrances qui vont durer pendant toute une génération. Et ça, on aurait pu l'éviter. On aurait pu l'éviter complètement. Quand on voit qu'on était obligé de faire des mises en bière pour les malades, où c'est un virus respiratoire, où les malades ne respirent plus une fois qu'ils sont décédés, où on ne pouvait rien faire, enfin, c'est un truc qui est incohérent. C'est un truc qui est incohérent. Comment choper un virus quand les gens ne respirent pas? C'est un truc que nous, on ne s'explique pas sur le plan médical. De toute façon, malheureusement, c'est à tous les niveaux, parce que nous enfin, Patrick Giraudot le dirait encore mieux que moi, parce que c'était lui qui était le plus demandeur de ces données, mais on a voulu récupérer des données qui n'étaient pas exploitées pour essayer de faire une analyse plus locale, temporo-spatiale du fonctionnement de l'épidémie. On a eu 3 réunions pour rien avec l'OMS, avec le type qui expliquait aux universitaires spécialistes d'épidémiologie comment on faisait des études épidémiologiques. Enfin, je veux dire que c'était ubuesque. Hein. Et on n'a toujours pas les données et on ne les utilisera jamais certainement parce que c'est raté. Hein. Donc c'est vraiment tous azimuts. Hein. C'est un peu à tous les niveaux. Pardon, je ne voulais pas vous couper. J'ai juste encore, il y a des questions qui se pressent. J'ai ouvert le micro de Pascal Ducournau. Ah. Oui. Mon ami Pascal. Bonsoir, chers collègues. Merci beaucoup pour votre présentation que j'ai écoutée avec beaucoup d'intérêt. Et je me demandais aussi si on ne pouvait pas aussi élargir ce que vous avez trouvé en fait dans vos enquêtes à la situation, y compris à la situation présente. Enfin, en tout cas, je voudrais avoir votre point de vue parce que j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu avec l'Institut de formation des cadres de santé
Et on a là donc des personnes qui se préparent à être cadres, qui du coup sont en contact avec d'autres infirmières ou infirmières, et qui en fait, la remontée que j'ai entendue plusieurs fois, c'était quelque chose, je le résume, hein, du genre, aujourd'hui, c'est en fait plus difficile qu'au printemps dernier. C'est-à-dire, au printemps dernier, certes, c'était dur, il a fallu être volontaire, on est monté au front, mais au printemps dernier, il y avait la motivation, il y avait un environnement social, une reconnaissance sociale, des applaudissements, etc. Nous avons des devoirs envers les soignants, discours du président, etc. Il y avait aussi un intérêt, me disent-ils, des directions hospitalières envers la parole des soignants pour essayer de faire améliorer les choses. Et ils me disent, en fait, la remontée que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, du coup, ça devient, de ce point de vue-là, finalement, dans une chronicité de la crise, ça devient finalement plus dur que ça ne l'a été par le passé. Alors, du coup, vous, comment vous voyez la chose? Est-ce qu'en fait, c'est un traumatisme qui dure par rapport à ce que vous avez décrit, notamment ce qu'a décrit Alexandra, son analyse? Est-ce que c'est un traumatisme qui dure? Ou en fait, est-ce que c'est finalement pas un autre problème qui est en train de se développer? Voilà, en tout cas, c'est la question que je voulais vous soumettre. Moi, Alexandra va répondre pour la partie psycho. C'est vrai qu'il y a une crise de confiance. Alors, ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce qu'on a des politiques qui inspirent peu ou pas confiance pour des raisons X ou Y. Donc, il y a cette crise de confiance qui fait aussi, ou qui explique en tout cas, pour les soignants, que la vaccination, on leur ment. Bon, peut-être que c'est culturel. Alors, on peut débattre effectivement toutes ces problématiques-là. Ce qui est sûr, qu'effectivement, c'est que les gens sont très fatigués, ils ont été malmenés. Ils ont été beaucoup humiliés pendant cette crise. Hein. Ce n'est pas simplement d'être au front, parce que finalement, en réa, moi je le disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est les malades graves, c'est les malades qui ne vont pas bien. Et puis, voilà. Et on a beaucoup de décès, hein, on est autour de 25-30% de décès. Ça ne me pose pas de souci, moi. Ce qui me pose souci, c'est effectivement c'est toute l'arrogance qu'il peut y avoir sur le plan institutionnel par des gens qui sont quand même dans les hôpitaux, et ça, c'était dénoncé par Pierre Prébille, qui est le directeur de l'ARS, des gens qui sont des financiers. Et donc, nous, le retour d'expérience, j'ai eu Pierre Prébille au téléphone il n'y a pas très longtemps, il me dit, on a eu tort, en tout cas, de mettre en place des directeurs qui étaient des financiers et de gérer, en tout cas, la santé comme une économie, peut-être, hein, peut-être c'est le cas, mais il faut rendre transparent un petit peu les choses. Ce qui fait qu'on a une crise de confiance, et effectivement, ça dure dans le temps, ce qui fait que les gens ont plus envie, ne croient plus aux institutions. Il n'y a pas que le fait de la pandémie, c'était déjà comme ça avant, il y a eu une grosse souffrance avant, et Alexandra peut en témoigner parce qu'elle a travaillé beaucoup sur le sujet. Et cette crise, elle n'a fait que surajouter un petit peu la crise de confiance et la souffrance que les soignants avaient depuis très très longtemps. Moi, je vais vous citer des exemples très prégnants. Hein. Quand nous, on a un service de réanimation, on a une 50aine de soignants qui travaillent. Plutôt que leur payer des heures supplémentaires, on préférait faire venir, ce qui est encore le cas récemment, des gens du service sanitaire parce que ça ne coûte rien. Donc, quand on en est là, quand les soignants veulent donner un petit peu plus de leur temps, quand on est en 12 heures, on travaille 13 jours par mois, pour gagner un petit peu plus, ce qui pourrait être comme légitime hein, dans une fonction hospitalière où les gens sont mal payés, c'est ça, on ne l'a pas dit, mais on peut le dire facilement, et qu'on leur dit non, mais vous allez vous reposer, on va vous faire venir des gens du service sanitaire parce que d'une part, ça coûte moins cher. Et puis, moi je l'ai entendu en cellule de crise, si on commence à donner de l'argent aux soignants, on ne va jamais s'en sortir. Donc, on est dans ce système-là qui est très violent, voilà, qui est très, très violent, qui est violent sur le plan institutionnel, je l'ai dénoncé X fois, qui est violent vis-à-vis de la société de manière générale. Et puis avec un président de temps en temps qui perd un petit peu ses nerfs en disant j'ai l'impression d'être devant 50 millions de juges. Mais encore une fois, je l'écrivais dans le chat, il suffit simplement d'être transparent par rapport à ce qu'on dit, ce qu'on fait, et d'avoir une démocratie un petit peu plus participative comme ça se passe dans d'autres pays, et puis des choix. Et puis on éclaire ces choix, on ne peut pas tout faire. On essaye de faire peut-être au mieux, et puis qu'il y ait ces démocraties qui se mettent en route, mais pas une démocratie approximative où finalement ce sont quelques-uns qui
qui décide. Moi, je l'ai vécu pour le conseil scientifique, où il y avait des décisions qui étaient très bien, qui allaient être prises, et puis finalement, ce sont quelques personnes qui entouraient le président, qui ont pris des décisions complètement inverses avec ce qu'on proposait, nous, au sein du Comité national des espaces de réflexion éthique, y compris avec la CCNE. Et on se dit, bah, il y a des incohérences. Il y a des incohérences. On a un pouvoir politique très centralisé, ça vous savez très bien. Et c'est dommage qu'on peut faire beaucoup mieux. En tout cas, on peut faire beaucoup mieux. Et ce que te dit Pascal, c'est tout à fait réel. C'est-à-dire que le système de santé est très, très malade depuis très longtemps. On l'a rendu malade. Là, on lui en met encore un coup derrière les oreilles. Et voilà, ce n'est pas les 180 € qu'on va donner aux soignants en plus, bien évidemment, c'est trop peu. Parce qu'on sait que derrière, il y aura des conséquences si on veut rétablir un petit équilibre et revenir à un pays un peu solvable vis-à-vis des investisseurs. Ça va être un petit peu compliqué, on sera obligé de faire des sacrifices. Donc, voilà, les soignants, ils sont quand même dans ces circonstances-là, et peut-être, mais Alexandra me redira, mais peut-être qu'il faut regarder ça. On a fait l'étude en 2020, la dernière, ce que disait Alexandra, ça devait être décembre. Et peut-être qu'il faut regarder ça avec un petit peu de recul maintenant. Effectivement, on a besoin d'un petit peu de recul là pour voir comment les soignants vivent cette crise sur le long terme. Mais au regard de ce qu'on peut voir au jour le jour au sein des services, on a eu deux mouvements ici. Un mouvement où, même si, comme je l'ai décrit dans la présentation, on avait tous les ingrédients pour rendre l'événement comme traumatique, avec la violence de cette crise, l'afflux des patients, etc. On avait quand même derrière un collectif des soignants qui ont fait corps en fait face à l'adversité et qui se sont sentis soutenus aussi de la part de la population. Et donc, il y a eu un véritable effort collectif par rapport à un événement qui était extraordinaire. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est de tenir, mais sans cette reconnaissance à la fois institutionnelle, à la fois nationale, parce que tout ça s'est essoufflé, mais eux, dans leur quotidien, il n'a pas changé depuis le mois de mars, où on est sur des choses un petit peu fluctuantes, mais il n'a pas changé. Ils sont toujours quand même avec ces prises en charge extrêmement répétitives, extrêmement lourde aussi, avec l'habillage, des prises en charge également où ils sont confrontés à des décès, à des familles qui peuvent difficilement encore aujourd'hui voir leurs patients, avec des choses quand même très protocolisées pour les rencontres, même si je tiens quand même à le dire, les services de réanimation ont fait un travail énorme à ce niveau-là pour ouvrir un maximum quand même aux familles. Ça reste quand même très protocolisé. Donc, tout ce contexte-là, effectivement, eh bien, il y a une fatigue qu'on pourrait appeler épuisement, avec des soignants qui, de plus en plus, ont perdu cette vocation première et puis cet esprit collectif que l'on a retrouvé dans ces premiers mois. Donc, c'est quand même préoccupant tout de même, cet épuisement qui est manifeste au sein des services. Merci Alexandra. Je vous donne la parole à Martine. Oui, bonjour. Merci pour vos exposés. Vous m'entendez? Très bien. Oui, d'accord. J'aurais aimé savoir si vous avez pu apprécier l'influence du Ségur de la santé sur justement le vécu psychologique des gens qui travaillent en réanimation. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que vous avez fait un avant Ségur, un après Ségur? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être évalué? Voilà, c'était ma question. Non, on ne l'a pas évalué, et je rejoins aussi peut-être ce que Jean-Pierre a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a, je pense que voilà, il y a eu des réformes de fait, mais
Au-delà de ça, les soignants, ce qu'ils attendent de manière très forte, c'est le soutien institutionnel et cette reconnaissance institutionnelle par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien. Ils vivent quand même, les soignants de réanimation et certainement dans des autres services, je parle de ce que je connais dans ma clinique en fait, ils vivent quand même dans leur quotidien des situations avec des émotions extrêmes que les personnes, enfin, qu'on a très peu l'habitude de vivre comme ça dans ce quotidien-là quand même. Hein. Et c'est répétitif. Chaque semaine, ils sont confrontés à des émotions et à des situations que l'on appelle extrêmes dans cette dimension de limite entre la vie et la mort, limite du corps, limite de ce que peut supporter le psychisme au regard des détresses et des souffrances à la fois des patients et des familles. C'est quand même pas rien ce travail-là. Et donc, je pense qu'au-delà d'une reconnaissance financière, ce qu'aujourd'hui les soignants aussi ont besoin, c'est d'une reconnaissance de ce travail-là et de cette de cette souffrance-là qu'ils partagent au quotidien dans le cadre de leur travail. Et ce qui en fait un travail complètement, le mot extraordinaire est tout à fait approprié en fait. Oui, c'était ma question. C'est-à-dire que une augmentation de salaire n'est certainement pas une manière de répondre à ce qu'ils vivent. Et il est possible que ce Ségur, qui est resté vraiment quand même assez limité sur ce problème d'argent, ait pu aggraver certaines choses qui étaient mal vécues, justement une absence de reconnaissance autre chose que de l'argent. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Pierre, je pense qu'il sera d'accord de dire que de toute façon c'était la base déjà, les augmentations de salaire pour l'ensemble de ces professionnels de santé. Et effectivement, le travail reste encore à faire à l'hôpital. Oui, merci Ouais, beaucoup. il y a effectivement l'accompagnement, mais c'est le rôle aussi, effectivement, comme disait Alexandra, des psychologues. Tant mieux, effectivement, on voit qu'il y a un maillage maintenant qui s'est fait. Mais sous le coup, effectivement, d'injonctions ministérielles, quand on a dit, effectivement, qu'il faut plus de psychologues, ça fait des années où c'est demandé. Et puis, on voit tout d'un coup, on a des enveloppes budgétaires parce qu'on se dit, voilà, on va mettre des psychologues et puis ça ira mieux. Il faut quand même s'imaginer que le travail que fait Alexandra, puis ce qu'elle a fait dans ces différents papiers qui vont être publiés, c'est des années effectivement d'expérience ou d'expertise auprès de soignants qui sont demandeurs effectivement d'une reconnaissance et quel est le prix de cette reconnaissance. Alors financièrement, ça peut aller vite, mais sauf qu'effectivement, on ne règle pas grand-chose comme problème parce qu'il y a toutes les conditions de travail qui ne sont pas forcément réunies en termes de… Là, on travaille en jour-nuit, hein, ça c'est une obligation, donc les gens font 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Ils peuvent alterner sur des plannings qui sont très compliqués. Ils peuvent faire effectivement plusieurs nuits de suite, ils peuvent travailler 5 jours d'affilée, ce qui n'est pas dans la loi, mais quand on est en plan blanc et en tension, finalement on peut le faire. Donc effectivement, les soignants ont l'impression d'être pris pour des pions, c'est-à-dire qu'on les considère peu, si ce n'est effectivement qu'il faut mettre des soignants dans les services, parce que c'est une obligation réglementaire, mais de savoir effectivement s'ils sont fatigués, ce qu'ils pensent, comment ils voient les choses. Effectivement, à part les psychologues qui peuvent les rencontrer, l'institution ne rencontre jamais les soignants. Bon, nous, on a eu la direction générale qui est venue, la direction des soins qui est venue en disant comment ça se passe, comment ça va, est-ce que vous avez suffisamment de matériel? Bon, voilà, donc on voit bien qu'ils ont du mal. Ils ont du mal avec ça. Puis moi qui suis beaucoup de cellules de crise, on voit bien que cette empathie qu'on peut avoir vis-à-vis des soignants, c'est compliqué. Ils ne sont pas dans ce schéma-là. Donc, c'est difficile à leur demander d'être dans ce schéma-là parce qu'ils ne sont pas du tout. Donc, ils considèrent que de gagner un petit peu plus d'argent sur les soignants, bon, c'est bien, comme ça, ils râleront plus. Ils râleront plus du tout, comme on fait pour les cheminots ou d'autres professions. Bien évidemment, c'est complètement différent. On prend en charge dans le secteur de soins des patients qui sont souvent très graves. Non, je pense qu'effectivement, c'est à la tête des institutions qu'il faut changer les choses. Hein. Ce qui a entraîné la démission du DG de l'ARS de l'Est, c'est quand il a dit de toute façon les restrictions en pleine crise. Hein. Il a dit de toute façon on arrête les restrictions, mais dès qu'il n'y a plus la crise, on reprendra les restrictions puis on réduira les effectifs. Bon, c'était un mot, il devait partir en retraite dans pas longtemps, mais on voit bien que c'est la position de tout le monde.
Les DG d'ARS sont nommés comme ça, les préfets sont nommés comme ça. Donc, c'est des gens qui ont peu de considération. Il faut s'imaginer qu'avant le début de la crise, ça devait être au mois de janvier ou décembre 2019. Moi, on me demandait de garder des malades dans des lits de réanimation parce que quand on a un lit qui est inoccupé, c'est à peu près 5 000 € de perdus pour l'institution. Donc, on m'exigeait, on me disait, on vous somme de garder des malades dans les lits de réanimation parce que sinon on perd de l'argent quand on sort les malades de réanimation. Mais vous sauriez les discours qu'on peut avoir avec l'institution. Il faut aussi, mais bon, vous n'avez peut-être pas conscience. Nous, on a eu pas mal de directeurs qui venaient de chez Toyota, donc l'entreprise automobile. Et ce sont les gens qu'on a mis au CHU du Mans, pas que, parce qu'on a eu tout type d'industriels pour recenser tous ces gens-là au niveau dans le champ de la santé. Et donc, moi, on me sommait, un ancien responsable de chez Toyota, de gérer les lits comme une entreprise et les soignants comme une entreprise. C'est-à-dire, quand on a moins d'activité, les soignants, on les fait partir. Ils rentrent chez eux ou ils vont travailler ailleurs où il y a moins de monde. Donc, c'était comme ça qu'on nous disait les choses. Alors, moi, je me suis toujours opposé à ça. Jusqu'au moment où on dit, de toute façon, si tu ne réponds pas aux exigences, tu n'auras pas de poste, tu n'auras pas de matériel, tu n'auras pas de moyens. On fonctionne tout le temps comme ça. Mais encore maintenant, c'est des injonctions en permanence et c'est des soumissions en permanence. Donc, on le vit, moi en tant que chef de service PUPH, mais les soignants à tout niveau, ils le vivent comme ça. Donc, c'est de dire, vous rentrez chez vous et puis voilà, point. Et puis, si on a besoin de vous ce week-end, on viendra, on vous appellera. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est comme ça que ça se passe encore au jour d'aujourd'hui. Donc, la considération, elle passe déjà par là. C'est de respecter un petit peu les individus au-delà, effectivement, de l'argent qu'on peut leur donner, qui est probablement le préliminaire. Et puis, dans la fonction publique, on ne peut pas gagner plus. Vous êtes 100% fonction publique. Si vous voulez travailler un petit peu ailleurs, gagner un petit peu plus d'argent, nous, elle travaille 13 jours par mois, c'est impossible. Vous ne pouvez pas travailler en plus, d'avoir un emploi en plus quand vous êtes 100% dans la fonction publique. Donc, ce qu'on ne fait pas dans le privé. Dans le privé, vous pouvez avoir 3 fois 100%, vous travaillez le nombre d'heures que vous voulez. Ça ne pose pas tellement de soucis. Dans le public, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, vous êtes aussi contrôlé. C'est-à-dire qu'il y a des contrôles réguliers qui sont au sein des cliniques où la direction demande effectivement via l'ARS les statuts et qui sont embauchés. Et de temps en temps, on a des gens qui sont virés des établissements publics parce qu'ils vont de temps en temps gagner un petit peu d'argent en privé. Voilà, donc cette absence de liberté fait que aussi les gens ont un petit peu ras-le-bol. Après, c'est un métier, le métier de soignant, d'infirmière, d'aide-soignant, c'est un métier très particulier où les gens sont peu revendicateurs. Ils ont l'habitude depuis très longtemps de cette soumission institutionnelle, peut-être aussi médicale d'ailleurs, qui fait qu'ils sont peu plaintifs. Et quand ils commencent à se plaindre, quand ça commence à se passer mal, c'est vraiment, ça se passe mal. Et ça, c'est dommage parce qu'on aurait des gens un peu plus revendicateurs. Je pense à mes collègues anesthésistes, je pense qu'ils auraient un autre statut et une autre notamment en réanimation, avec un statut d'infirmière en réanimation, avec des objectifs un petit peu différents, puis un salaire un petit peu différent. Mais au quotidien, c'est comme ça que ça se passe. Et ça gêne personne qu'on maltraite les gens. La maltraitance institutionnelle, c'est quelque chose qui est quotidien. Mais comme tout le monde le fait, personne ne s'en rend compte. Donc maintenant, le discours institutionnel, c'est il faut être bienveillant. Donc le discours, il faut surtout être bienveillant, parce que maintenant, c'est condamné. Bien évidemment, c'était un peu comme l'inceste. Avant, on n'en parlait pas, maintenant, on en parle. Et puis la maltraitance a entraîné des démissions. Nous, on a fait démissionner l'ancien DG de Nevers pour maltraitance. Moi, je faisais partie des experts dans ce dossier-là. Donc, non, la maltraitance, c'est quelque chose qui est commun, probablement dans d'autres entreprises. Mais dans le monde du soin, c'est effectivement quelque chose que les gens vivent au quotidien. Jean-Pierre, je ne veux pas vous interrompre du tout, mais il y aurait encore 3 questions. Est-ce que vous êtes prêts à 3 questions de plus? Parce qu'on a quasiment épuisé notre temps. Est-ce que je vous oui, il n'y a pas de souci. Ok, alors, Aliénor, c'est parti. Merci de ce témoignage, en fait, parce qu'on voit que là, le temps passe, mais vous dites des choses qui sont de plus en plus fortes, je trouve, sur le rapport avec l'administration. Alors moi, j'aurais deux petites choses. Une qui est pour comprendre ce type de management, il y a évidemment le design politique, ça c'est sûr. Et puis les algorithmes sur lesquels peut-être je voudrais qu'on revienne un peu, parce qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait clair dans mon esprit. Alors juste, je voulais verser au dossier du design politique
une toute petite expérience personnelle. J'ai fait partie d'un jury de culture générale de préparation des élèves à l'École nationale de la magistrature. Et en fait, dans le cadre de cette préparation, donc, ils ont des exercices qui sont des exercices de situation. Et une des situations types, c'est vous êtes responsable de la santé et vous devez annoncer la fermeture d'un service de proximité, de préférence une maternité. Quelles sont vos premières décisions? Comment vous allez vous y prendre avec la presse? Donc, c'est vraiment quelque chose, enfin, les élèves à qui s'adressait ce type d'exercice étaient en 4e année de droit. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, ça commence comme ça. C'est très, très loin. Depuis, enfin, disons, très en amont, on leur apprend à parler, à s'adresser de la façon qui convient, je veux dire, aux soignants. Donc, ça, c'était juste un petit témoignage. Et alors l'autre chose, c'est sur le... Donc, l'instrument quand même de ce management, c'est aussi les algorithmes, enfin, dont on a parlé au début, qui était aussi la question d'Arnaud. Alors, quelque chose qui est pour moi qui n'est pas clair, c'est on n'a pas sorti et inventé ces algorithmes du chapeau juste au moment de la crise. Donc, j'imagine qu'ils se sont greffés sur des choses qui existaient déjà. Est-ce qu'il y a eu une greffe sur la façon de gérer les lits à l'hôpital et de les dispatcher pour effectivement faire des économies sur le séjour? Comment ça a marché vraiment? C'est-à-dire, ou est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont inventé des algorithmes immédiatement pour cette gestion-là? Oui, bah alors c'est ancien, parce que la tarification d'activité, hein, ça vient des pays du Nord, en se disant on a peut-être trop de lits ou peut-être qu'il y a trop de dispersion au niveau des établissements de santé, puisque c'est un enjeu politique de tout pouvoir. Hein. On a vu, nous, on a beaucoup d'établissements en Bourgogne, on a moins en Franche-Comté. Il faut aussi se poser la question de comment ça s'est passé et quel est le pouvoir politique qui était en place pendant très longtemps. Donc, après la tarification d'activité, elle est arrivée en disant finalement, pour reprendre une expression très malheureuse qui a valu d'ailleurs effectivement à un ancien co-directeur de l'ARS de partir, c'est de dire les branches mortes, il faut bien les faire tomber en parlant des établissements de santé, et la tarification à l'activité va y arriver. La tarification à l'activité, chaque séjour rapporte de l'argent. Alors, à un coût sociétal, mais rapporte de l'argent pour l'établissement. Et chaque établissement va faire beaucoup d'actes, ou le plus d'actes possible, pour que ça rapporte le plus, pour qu'il soit excédentaire. Si vous n'êtes pas en capacité de le faire, vous êtes déficitaire, on vous ferme des activités. Vous parliez de la maternité, c'est exactement cet état de fait. À partir de 200, 300 accouchements, en fait, le nombre, on s'en fout un petit peu. L'idée, c'est de fermer l'établissement. Donc, on aura un seuil qui permettra de fermer. Et donc, les établissements, notamment les CHU, on dit il n'y a pas de souci, on n'envoie personne dans ces établissements-là. Ça fait qu'on reprend toute l'activité chirurgicale, toute l'activité qui rapporte, l'activité de bloc opératoire. Une chirurgie cardiaque, un surpontage orthocoronarien, c'est 30 000 € que ça rapporte à l'établissement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un enjeu financier derrière. À chaque fois que vous faites quelque chose, est-ce que ça rapporte? Je vais aller même plus loin parce que nous, quand on veut demander des postes à l'hôpital de soignants, médicaux, paramédicaux, c'est qu'est-ce que ça va me rapporter? Quand on remplit notre fiche de poste, vous voulez un médecin en plus? Un médecin, ça coûte 100 000 € par an, charges comprises. Et donc, il faut que vous rapportez 100 000 €. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand on est chirurgien, ça se passe très bien. Quand on est réanimateur comme moi, ça ne se passe pas bien parce qu'on ne rapporte pas d'argent, on coûte. Et le coût de la réanimation, c'est à peu près 1 million d'euros de déficit parce qu'en fait, on a obligé l'État à dimensionner les services de réanimation, notamment en termes de soignants, en fonction des capacités en lit. On a 2 infirmières pour 5 malades, une aide-soignante pour 4. Et en fait, on n'a pas mis l'argent au bout. Et donc, ça fait qu'effectivement, on met beaucoup de monde, mais suffisamment, moi, à mon sens. Mais par contre, ça ne rapporte pas autant que les dépenses. Donc, c'est comme ça qu'on crée des déficits et c'est comme ça qu'on arrête des activités, puis qu'on dit effectivement, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et d'une part, on n'envoie personne pour pas que ça fonctionne. Je vois ça au niveau des CHU, mais tout type de CHU. Et ce qui fait que les établissements ferment petit à petit. Ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'est qu'on a dit, mince, je ne comprends pas, Nevers, ça ne fonctionne pas bien, Semur, Monceau, Creusot, enfin tous les établissements, Sens, Auxerre, ça ne fonctionne pas bien, mais parce que pendant des années, on avait des algorithmes décisionnels financiers qui étaient basés sur le fait de faire des actes pour que ça rapporte de l'argent. Donc, dans ces établissements, on y a mis du soin de suite et de réadaptation, on a mis des services de gériatrie qui rapportent rien. Donc, c'est comme ça qu'on a malheureusement appauvri ces établissements de santé.
Les territoires se sont appauvris en même temps et puis les gens sont centrés effectivement sur des grandes villes pour être pris en soin correctement, notamment quand on vieillit. Après, les algorithmes, ils peuvent être utiles. Il y a une étude américaine là, qui est parue sur des databases en disant peut-être que l'hôpital il pourrait être mieux géré. Et notamment, nous, on voit, il y a beaucoup de malades qui sont en hospitalisation, qui attendent des examens, qui pourraient être chez eux en termes d'organisation. Et aux États-Unis, ils ont pu réduire de 30% leur capacité en lit sans que ça nuise aux malades, simplement parce qu'il y a une gestion par algorithme avec un professionnel où on impliquait les médecins et pas simplement l'administration dedans. Mais quand vous avez un service où vous êtes 30 lits puis vous en avez 10 de vide, ça fait 10 qui coûtent de l'argent parce que le personnel soignant est quand même là. Donc, soit vous les comblez et vous faites comme vous pouvez, c'est-à-dire soit vous faites de la surhospitalisation, soit vous hospitalisez des gens qui n'en ont pas forcément besoin et puis vous faites durer des hospitalisations. Donc, on a un management en tout cas, parce qu'on sait que derrière, on va être embêté parce qu'on a des réunions régulières quand on est en pôle. Les pôles, c'est des services regroupés où le seul but du pôle, c'est de dire combien on coûte et combien ça rapporte. Nous, on a des réunions mensuelles comme ça. Voilà, donc on est à plus 1 million, 2 millions, moins 1 million. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire le nombre de bilans, il faut moins hospitaliser, il faut faire plus d'hospices de jour, ça rapporte plus. Donc, en fonction de la tarification qui est donnée par les caisses d'assurance maladie, on va faire plus de leucémie. C'est ce qui rapporte plus actuellement, c'est 20 000 € l'hospitalisation pour une leucémie. Donc, on ne fait que de la leucémie, on ne fait plus de lymphome, on ne fait plus de maladies hémato autres chroniques. Donc, on les laisse à d'autres, en ville ou autre, et on fait que de la maladie qui rapporte. Il faut savoir que le service de chirurgie cardiaque, c'est le seul qui a peu ou pas accueilli de malades avec Covid, même s'ils en ont quelques-uns, parce que c'était la priorité. On ne peut pas arrêter l'activité de chirurgie cardiaque parce que ça rapporte trop d'argent. C'est des dizaines de millions d'euros que ça rapporte. Donc, voilà, c'est tout fait comme ça, là, avec des algorithmes qui sont plus ou moins bien faits, mais pour lesquels les tutelles s'en servent pour fermer des établissements, pour arrêter des activités. Voilà, moi, ce que je dis, y compris aux collectivités, aux DG de l'ARS, c'est de dire qu'il faut sûrement adapter l'offre et la demande au niveau du territoire. Il y a probablement des activités qu'il ne faut plus faire au niveau de certains territoires parce qu'il n'y a pas la compétence, l'expertise ou l'expérience, et peut-être recentrer sur d'autres activités, mais qui soient aussi valorisées. C'est-à-dire, si on fait des activités de soins de suite et de réadaptation dans une population qui vieillit et pour laquelle on a besoin de ces structures-là, mais qu'on ne les finance pas, c'est compliqué à les mettre en place et à faire adhérer notamment un maire qui a besoin effectivement que certains de ses électeurs puissent se faire soigner proche de leur domicile. Et c'est tout l'enjeu sur le plan politique. Donc, c'est des algorithmes qui sont faits sur le plan financier. Mais tant qu'on ne pourra pas dépasser les 3% imposés au niveau européen de déficit, on sera un petit peu bloqué. On a dépassé un petit peu, mais il reste une question de Michel qui attend. On lui donne la parole et voilà, on va arrêter parce que sinon on va rester toute la soirée. Michel, ça devrait marcher. Voilà. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je suis infirmier anesthésiste et donc j'ai évolué dans les services de réa aussi. La question que je me posais, c'est que depuis 1 an, on n'a pas appris grand-chose, on dirait. Surtout, comme j'ai écrit, on ne cède pas de l'Europe, de ce que font nos voisins, en bien ou en mal, hein, mais bon, prendre ce qui est bien forcément. Et j'ai trouvé aussi que vous n'étiez pas dans la langue de bois, et ça c'est très bien, parce que vous êtes scientifique, parce que vous êtes à un niveau où vous étudiez les phénomènes. Et donc après, que font ces recherches, ces rapports? Est-ce que nos politiques ou les députés déjà en sont informés ou d'un résumé ou d'une ligne directrice? Voilà quoi. Non, je suis d'accord. Après, nous, on les rencontre. Moi, j'en connais quelques-uns, puisqu'il y a des anciens médecins qui sont, notamment Didier Martin, là, qui est député. Après, il faut les rencontrer. Là, c'est tout l'enjeu qu'on aura, nous, pour les services de soins critiques, réanimation, USC, soins intensifs, toutes les activités un petit peu urgentes. Donc, nous, on va les rencontrer du président de région ou autre.
Après, on a fait beaucoup ça, y compris au niveau des territoires. Moi, j'ai été beaucoup les rencontrer à leur demande. Voilà, c'est compliqué. Ils ont compris en tout cas comment ça se passait. C'est pas simple. Moi, ma position, en tout cas, en disant, moi, j'ai pas de crainte particulière, si ce n'est qu'effectivement, quand on déplaît à la direction, bah, on est écarté. C'est ce qui s'est passé récemment. C'est-à-dire que moi, j'avais dit qu'il fallait vacciner les soignants. C'était une erreur politique. Et c'est là, j'avais oublié ma phrase tout à l'heure, mais c'était une erreur politique parce que on avait conseillé que les soignants soient vaccinés plutôt que vaccinés en EHPAD. C'était la priorité en tout cas. Voilà, j'ai dit ça, j'ai dit que c'était une erreur, en tout cas, si on ne le faisait pas au niveau de la direction. Et on a dit non, non, on suit la ligne d'Olivier Véran, c'est notre ministre de tutelle, c'est normal que. Bon, la PHP n'a pas suivi, ni le directeur que je connais bien à Lyon n'a suivi. C'est-à-dire qu'il faut savoir prendre des risques aussi quand on est directeur d'établissement. Je vous dis toujours, il faut imaginer, mais les carrières des directeurs d'hôpitaux, elles se font que par ce fonctionnement. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en cohérence? Est-ce que vous adhérez au projet, en tout cas, du DG de l'ARS et du ministre? Et puis, vous serez nommé, puisque c'est comme ça que ça se passe en termes de nomination. Et donc, il y a des erreurs qui sont faites sciemment parce que les gens sont carriéristes derrière. Les directeurs d'hôpitaux ne sont que carriéristes. Ils n'ont pas de vision, ils ne s'occupent pas des malades, ils ne s'occupent pas des soignants. Donc, chacun joue sa carrière. Mais après, c'est parce que c'est fait comme ça. On sera à leur place, je ferai exactement pareil. Moi, j'ai mené carrière en faisant ma propre carrière avec mon propre profil. Mais il suffit simplement que les gens qui dirigent les hôpitaux ne soient pas nommés sur ces aspects-là. Il faut sûrement trouver d'autres façons de faire. Mais les directeurs d'établissement sont carriéristes. Donc, à partir de sont carriéristes, ils vont prendre des positions ou des décisions qui ne sont pas forcément les leurs pour en discuter avec la DG du CHU à plusieurs reprises. Mais si elle ne le fait pas, bah, elle est confrontée à un tas de choses, y compris pas forcément avancer dans sa carrière. Donc, parce qu'il y a des enjeux importants, y compris financiers, quand on est directeur d'établissement. Merci Jean-Pierre. Est-ce que Patrick voudrait nous dire le mot de la fin? Il me semble que tout a été dit. Hein. Il y a un mot que j'avais envie de dire, c'est pour ça que je levais la main quand je vous écoutais, c'est il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Hein. C'est qu'à un moment donné, bon, j'étais assez familier aussi de ce qui s'est passé. Ma fille était infirmière cardio, elle est passée en Covid en mars et en avril quand il a fallu donner le coup de main. Elle était bien contente quand même qu'il y ait une augmentation de salaire. Mais bon, vous avez raison, ce que nous, c'est structurel. À un moment donné, les preuves d'amour, elles doivent se donner aussi dans le changement des objectifs de la structure, parce que le carriériste qui est directeur d'hôpital ou même directeur de l'ARS, à partir du moment où on lui donnera des objectifs qui seront différents, il sera capable de les mener au bout. Simplement, l'objectif pour le moment, c'est de faire des économies, point. Et ça nous a conduit, ben là, vous le savez, avec, on a mis les stocks de masques en berne, on a mis, etc. Enfin bon, on ne va pas redérouler tout ça. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas si c'est une conclusion optimiste pour le coup. Et surtout, je ne vois pas pour le moment comment sortir facilement de ce système-là, parce que c'est vraiment quelque chose de structurel qui fait appel à une échelle de valeurs qu'il faudrait partager, et visiblement, les valeurs qui sont partagées ne sont pas celles qui permettraient de le faire évoluer dans le bon sens. Donc voilà, quoi. Voilà, tu m'as demandé une conclusion, la voilà, elle n'est pas très optimiste. Simplement, bon, au moins, on a entendu une parole qui était une parole, comment dire, sans filtre, quoi. Et bon, ça fait partie du jeu. Et on a vu aussi dans le chat qu'il y avait pas mal de frustration qui s'étaient exprimées par le fait même que justement des acteurs de base ne pouvaient pas agir parce que justement il y avait le chapeau. Alors je ne dis pas que le chapeau était tout à fait mauvais, dans le macro ils s'en tirent pas trop mal, mais dès qu'il s'agit d'aller dans le grain fin, ben là il n'y a plus personne, on ne peut pas mobiliser les forces à grain fin, quoi. Il faut être dans le moule. Merci pour cette conclusion. Il faut qu'on remercie nos intervenants. C'était passionnant, toujours. Voilà. Alexandra et M. Queneau, oui. Merci à vous. Hein. Merci pour avoir partagé vos... Il y avait une bonne remarque aussi, Dominique, que je vais me relayer, parce qu'elle dit aussi que c'est d'autant plus facile de ne pas donner de preuve d'amour qu'on a quand même en hôpital et chez les soignants beaucoup de femmes qui ont l'habitude
souvent de travailler dur sans pour autant trop protester, malheureusement. Merci beaucoup à tous pour cette séance. Nous nous retrouvons dans 15 jours. Et d'ici là, Merci portez-vous bien. beaucoup. À bientôt.